Bien, bonjour à tous. L'ami Garbi m'a piqué mon sujet, donc j'ai plus grand-chose à dire. Je vais essayer d'insister sur le problème de la compétence labiale au cours du schéma de croissance et vous montrer qu'il y a une relation directe entre le schéma de croissance et le schéma de vieillissement. Si vous avez une bonne croissance, eh bien vous aurez un bon vieillissement. Alors ça, c'est un tableau de Jean-Michel Basquiat qui vraisemblablement avait un trosse pour faire des dessins pareils, avec peut-être un petit retard cognitif. Alors pour résumer les choses, si vous voulez, ce qui est important, c'est le rapport contenant-contenu. Et ce qui va déterminer les choses, c'est le volume. Ouais, c'est le volume de la boîte à langue. Il faut que la boîte à langue soit suffisamment spacieuse pour que les problèmes soient résolus. Alors oui, ça c'est une photo que j'ai prise au Kunstmuseum à Zurich. C'était une exposition de Giacometti qui vous montre que la grosse différence entre un schéma de croissance de type face longue, comme ceci, avec, vous voyez, une incompétence labiale, qu'on voit très nettement là, un angle mandibulaire qui est très ouvert, alors qu'ici, au contraire, vous avez un respirateur nasal avec un angle très marqué, ici, et une compétence labiale parfaite. La boîte à langue ferme bien. Et donc, ça va conditionner naturellement le positionnement de la langue. Alors, il y a une relation également très importante entre naturellement la compétence labiale et la classe dentaire. Pour avoir une bonne classe dentaire de type 1, eh bien, il faut avoir une bonne compétence labiale pour qu'il y ait une intercuspidation, c'est-à-dire une relation entre les dents mandibulaires et les dents maxillaires qui soit parfaite. Alors la notion de compétence labiale doit être clairement définie. Une bonne compétence labiale, ça veut dire que les lèvres viennent au contact l'une de l'autre sans aucune contraction. Pas de contraction de l'orbiculaire des lèvres, pas de contraction des muscles mentonniers. Et vous voyez qu'à ce moment-là, eh bien, il y a en principe une bonne trophicité des lèvres. Vous avez ici des crêtes filtrales qui sont parfaitement bien dessinées et vous n'avez absolument pas d'aspect de peau d'orange au niveau de votre menton, c'est-à-dire que vous n'avez pas de contraction chronique des muscles mentonniers pour forcer la compétence labiale. Alors, il y avait une jeune fille qui avait été opérée, alors elle a eu naturellement une rhinoplastie, puis elle a eu également une génioplastie d'avancement, donc une profiloplastie toute simple, et vous voyez la modification de la position des lèvres. Là, elle force un petit peu, elle a une petite dystonie labio-mentonnière, elle a la lèvre inférieure qui tombe un petit peu en avant comme une gargouille, alors qu'ensuite elle retrouve une position des lèvres qui est tout à fait satisfaisante et une absence de contraction au niveau du menton. Alors si on remonte un petit peu jusqu'à la Genèse et à Adam et Ève, on voit que quand Ève a mordu la pomme, eh bien finalement elle avait un articulé dentaire qui était parfait, avec une bonne position frontale de tout le segment antérieur, c'est-à-dire des incisives et des canines, ce qui prouve que vraisemblablement elle avait une excellente compétence labiale et que les distorsions sont survenues avec le développement de la civilisation. Alors il y a une notion qui est importante, qui est très simple, c'est la relation entre ce qu'on appelle les dyspraxies orofaciales, c'est-à-dire les mouvements anormaux au niveau de la face qui vont conditionner certes les fonctions primaires, mais également la mimique, c'est-à-dire la communication, et les dysmorphoses dysfonctionnelles. Alors les dysmorphoses dysfonctionnelles, c'est une notion qui paraît un peu abstraite, mais si on peut faire une comparaison simple, si vous avez un enfant qui a une jambe plus courte que l'autre, c'est une dysmorphie à la naissance. Si vous ne la corrigez pas par une talonnette ou pour un geste chirurgical, vous aurez une scoliose à l'adolescence. C'est à ce moment-là une dysmorphose dysfonctionnelle parce qu'il a appris à marcher de travers. Alors ça, c'est une photo que j'ai prise sur un mur dans le quartier de Banski à Londres, à Shoreditch, et vous voyez que ce garçon a un nez bref, a une dystonie labio-mentonnière, une contraction chronique du menton. Ça veut dire qu'il est tombé sur le pif quand il était petit, le nez est bouché, il a grandi en respirateur buccal, et il se retrouve typiquement avec ce morphotype. Alors on va prendre l'exemple plus simple d'une petite fille. Alors ce qu'on observe, c'est qu'elle a le nez de travers, donc vraisemblablement elle a eu une fracture du nez quand elle était petite. Souvent, on s'en rend pas compte, c'est quand les enfants apprennent à marcher, ils tombent, ils ont un tout petit nez, ils ont une déviation de la cloison nasale, on s'en rend pas compte parce que le nez est tout petit, et puis ça apparaît secondairement au moment de la croissance.
Vous voyez qu'elle a un petit peu un cerne, parce que comme elle est respiratrice buccale, le nez est obstrué de manière chronique, donc il y a un mauvais drainage veineux au niveau des paupières inférieures, et donc il y a un cerne bleu. Comme la bouche est ouverte en permanence, il y a une mauvaise intercuspidation, donc déjà une mauvaise ossification des piliers canins, et vous voyez qu'elle a un petit scléral chaud, parce qu'il y a un mauvais soutien au niveau de la ligne ciliaire inférieure, et on le retrouvera ensuite chez l'adulte. Alors, on lui demande on regarde son nez, on s'aperçoit qu'il y a une obstruction par la cloison, vraisemblablement un éperon à droite et puis un verre de montre du côté gauche. On regarde les dents, on voit que finalement, vous voyez qu'il y a ici déjà une compensation au niveau des dents mandibulaires qui vont contre la langue pour essayer de rejoindre les dents du haut. On voit qu'elle a une endognathie maxillaire déjà, avec déjà un palais qui est étroit, qui est ogival. Comme elle respire par la bouche 24 heures sur 24, elle a une mauvaise protection des dents par la salive, et donc elle fait très rapidement des caries. Elle n'aura pas encore une parodontopathie, ça surviendra plus tard. Donc le problème majeur, c'est le problème transversal, avec ici une endognathie maxillaire. Vous voyez qu'ici, chez cette jeune fille, il y a eu un traitement orthodontique à l'ancienne, c'est-à-dire une extraction serrée, on lui a enlevé les prémolaires pour pouvoir ensuite répartir les dents définitives. C'est le problème, si vous avez trop d'enfants, plutôt que de les balancer par la portière, il vaut mieux acheter une voiture plus spacieuse pour pouvoir loger tout le monde. Alors, vous voyez que ici, spontanément, quand il n'y a pas de contraction, eh bien, elle a la bouche ouverte, elle respire par la bouche, elle a déjà une petite bouche légèrement en chapeau de gendarme, une amorce de petit scléral chaud par mauvaise ossification du maxillaire des piliers canins, et puis vous lui demandez de fermer la bouche, eh bien, elle y arrive, mais elle contracte. Contraction chronique, peau d'orange. Début, petit sourire gingival, là, pas trop important, et vous voyez ici cette espèce de rétrusion au niveau du maxillaire qu'on aperçoit déjà. Alors, il y a quelque chose que je développerai secondairement, mais je suis persuadé que les gens qui sont respirateurs buccaux ont une faible expression faciale, ont peu de mimique. Donc, ils ont une hypotonie chronique et un hypodéveloppement au niveau de toute l'enveloppe musculaire de la face, et donc il n'y a pas de rétention de la croissance sagittale. C'est pour ça qu'on les retrouve souvent avec des nez sous tension. Ça pousse vers l'avant. Et on a cet aspect de croissance sagittale avec un faciès qui a un aspect hyperdivergent. Et voici la contraction chronique, la contraction du muscle mentonnier lorsqu'elle veut fermer la bouche. Alors, on va insister maintenant également sur le problème vertical. Vous voyez ce garçon qui doit avoir 8-9 ans à peu près, bouche ouverte en permanence, les deux dents de lapin, avec une hypercroissance verticale, parce que ce qui est important, c'est de pouvoir manger. Donc, il y a une croissance verticale importante à la fois du maxillaire supérieur et des dents, avec une exposition uniquement des incisives médianes. On voit très peu les incisives latérales et on ne voit pas les canines, naturellement, ni les prémolaires. Et le drame, c'est quand on lui demande de sourire, il a déjà le gummy smile, avec une exposition importante gingivale supérieure, et on imagine que très facilement, il fera une parodontopathie. Alors, l'incompétence labiale ensuite chez l'adulte, eh bien c'est ça, on retrouve le même syndrome, avec cette dystonie labio-mentonnière qui est majeure, qui est plus ou moins disgracieuse. Donc, l'important, c'est qu'il y ait une association nette entre la compétence labiale et l'articulé dentaire. Donc, lorsque vous avez un articulé dentaire correct de type 1, eh bien, on a cette disposition en général de compétence labiale, avec, vous voyez, un léger surplomb de la lèvre supérieure par rapport à la lèvre inférieure. Alors que, naturellement, si vous avez une hypomaxillie avec une rétromaxillie, eh bien, vous vous retrouverez avec une lèvre supérieure qui est soit dans le même plan, soit légèrement reculée par rapport à la lèvre inférieure. Un jeune homme, même type que celui qu'on a vu tout à l'heure, avec, vous voyez, cette hypomaxillie, cette endomaxillie, très rapidement,
les incisives latérales qui partent en sagittale sur l'arcade dentaire. Alors la croissance normale, eh bien, puisque vous avez la langue qui est au contact du palais, c'est ce que nous a expliqué notre ami Garni tout à l'heure, eh bien, vous avez une expansion transversale du palais, petit à petit, et ça fonctionne comme un X, c'est-à-dire qu'en même temps, vous avez un élargissement des fosses nasales. Donc au plus vous respirerez par le nez, avec un palais élargi transversalement sous l'effet de la poussée linguale, eh bien, vous aurez un meilleur confort au niveau respiratoire, puisque vos fosses nasales vont s'élargir. Alors le problème de la boîte à langue, c'est si vous avez une hypomaxillie, un défaut de développement chez un respirateur buccal, c'est où placer cette grosse langue, la Garbi 4, donc si j'ai bien compris la classification, ou la Garbi 3, où placer la langue. Alors pendant la journée, avec une déglutition de type primaire, eh bien l'enfant va mettre sa langue en avant, d'autant que lorsqu'il y a une poussée dentaire normale, c'est qu'il y a un bon équilibre entre l'effet sphinctérien des lèvres et l'effet de la poussée de la langue. Si vous avez une bouche ouverte en permanence, il y a un mauvais développement, une mauvaise fonction du sphincter orbiculaire, et donc les dents sont uniquement sous la poussée de la langue, et vous avez une interposition linguale qui se crée avec un open bite, avec une béance antérieure, comme on le voit ici. Les appuis se font uniquement sur les segments postérieurs molaires et prémolaires, mais pas du tout sur les segments antérieurs incisifs et canins. Alors, si on regarde ces enfants et qu'on fait des études tomographiques, là on avait réalisé ça avec un logiciel un petit peu modifié, eh bien on voit que vous avez ce collapsus postérieur. C'est-à-dire pendant la nuit, eh bien la langue retombe en arrière et vous avez ce collapsus au niveau hypopharyngé avec une voyelle acétylocyoïde, le cartilage thyroïde, et ça c'est la base de langue. Donc on est dans cette situation avec cette bascule postérieure, avec les cavités comme ceci qui se retrouvent collabées, et avec ce passage ici aérien entre le palais et la langue. Donc pour résumer les choses, dans ces dysmorphoses dysfonctionnelles, vous retrouvez chez ces enfants souvent un nœud traumatique obstrué dès la première enfance, un nez bref. Donc il n'a pas poussé normalement dans le plan vertical parce que le cartilage septal et les zones chondrovomériennes n'ont pas eu une croissance normale, donc le nez reste bref. Vous vous retrouvez avec une incompétence labiale, la croissance a été verticale, et donc ce schéma de type face longue. Et vous voyez qu'il est déjà en orthodontie. Alors le problème de l'orthodontie, eh bien, c'est que si vous avez une incompétence labiale, eh bien l'orthodontie dure des années parce que vous n'arrivez pas à stabiliser votre articulé dentaire, du fait que vous n'avez pas rétabli l'équilibre myodynamique entre le sphincter dont on parlait tout à l'heure, la linguale, et le sphincter labial et la poussée linguale. Alors on les retrouve à l'adolescence comme ceci, ils sont tous pareils, scléral chaud, en allant de haut en bas, nez dévié, absence de protrusion des pommettes avec une hypotrophie malaire, puisque les piliers canins ont été mal ossifiés du fait qu'il n'y a pas eu de force de résistance au niveau des canines, pas d'intercuspidation, une lèvre supérieure hypotrophique qui n'a jamais vraiment fonctionné, une lèvre inférieure qui paraît trophique, en réalité elle n'est pas trophique du tout, ce qu'elle expose ici c'est de la muqueuse, c'est pas de la lèvre, c'est-à-dire la lèvre tombe en avant un petit peu comme une gargouille. Et puis, quand vous lui demandez de fermer la bouche, eh bien, elle a sa dystonie labio-mentonnière. Ça marche aussi chez les blondes. Même chez les blondes, ça fonctionne. Et vous voyez ici qu'elle se retrouve avec un petit début d'open bite, sa dystonie labio-mentonnière, et toute pareille, elle n'avait pas de scléral chaud, elle, pratiquement, et puis son endognathie maxillaire, et donc un périmètre au niveau de l'arcade dentaire qui est insuffisant pour pouvoir étaler de manière harmonieuse et panoramique tout le segment antérieur. Alors il existe, malheureusement, entre le schéma de croissance et le schéma de vieillissement,
une corrélation qui est nette. Principalement dû au fait que, vous voyez, quand vous avez un open bite comme ceci, eh bien, vous avez une mauvaise intercuspidation au niveau de vos canines, et donc vous avez une mauvaise ossification de votre maxillaire supérieur, des piliers canins. Et vous voyez qu'on voit même une espèce d'échancrure au niveau du rebord orbitaire inférieur, donc il va y avoir un mauvais soutien de la paupière inférieure et en même temps une hypotrophie de la console malaire. Donc vous vous retrouvez dans cette situation. Vous voyez, elle a sa dystonie labio-mentonnière, une face longue, le cerne, le scléral chaud, l'hypotrophie des lèvres. Et vous voyez, globalement, tous les vecteurs sont comme ça, un petit peu vers le bas. C'est le V inversé. C'est le V inversé. Donc la pauvre fille, elle doit avoir 30 ans ou 28 et elle est toujours en traitement orthodontique parce que l'orthodontiste n'arrive pas à stabiliser son articulé dentaire. Donc elle est un petit peu comme cette statue de Giacometti en face longue, ou comme ce portrait de Tiger Sargent, qui était un peintre de la fin du 19e siècle, un Anglais, mais qui a fait sa carrière à New York et qui peignait les gens de Park Avenue, mais sans concession, et vous voyez qu'on retrouve absolument tous ces symptômes de l'incompétent labial, de la face longue. Ils sont tous pareils. En précolombien également, c'est la même chose, hein, ils représentaient des incompétents labiaux, vous voyez, avec une hypotrophie malaire, et puis avec une impression d'exophthalmie, comme ceci, parce qu'il y a également un mauvais développement au niveau de la partie haute du maxillaire, et un petit peu de la console orbitaire. Et je reviens à Giacometti, vous voyez, avec typiquement, alors c'est peut-être un portrait de son frère Diego, je ne me rappelle plus, et vous voyez que vous avez cet angle mandibulaire qui n'est pas formé, l'incompétence labiale, la face longue, le nez bref. On retrouve exactement toujours le même syndrome. Alors la jeunesse, qu'est-ce que c'est? Je n'ai aucun conflit d'intérêt avec Breitling. Mais vous voyez que toutes les montres, vous verrez, c'est toujours 10h10 sur les publicités de montres. Parce que la jeunesse, c'est le V, comme c'est ça. Il faut que tout aille vers le haut. Alors si vous prenez, j'ai pris volontairement des vieux top modèles des années 90, et vous voyez qu'on retrouve toujours la même chose, c'est-à-dire que vous avez ici c'est absolument pas scléral chaud, vous voyez, vous avez que la ligne ciliaire coupe parfaitement bien l'iris, une orientation plutôt mongoloïde des fentes palpébrales, également des sourcils, une très bonne compétence labiale comme ceci, donc c'est le V, et elles sont toutes pareilles, avec une bonne compétence labiale comme ceci. Donc c'est le V de la jeunesse, tout part vers le haut, un très vieux top modèle, à au moins 45 ans, vous voyez que c'est pareil. Donc c'est toujours ce que l'on retrouve ici, ça c'est les dessins de Titouan Lamazou, avec des pommettes. Alors c'est sûr qu'il y a un petit côté ethnique, mais vous voyez que le principe c'est ça, c'est le V, tout est orienté vers le haut, c'est le signe de la jeunesse, chez les blondes également. Et au contraire, si vous avez un mauvais schéma de vieillissement, eh bien tout va vers le bas, c'est accentué naturellement par l'apparition des sillons nasogéniens, et puis petit à petit par la chute des sourcils qu'on n'a pas encore. Alors pour résumer les choses, eh bien la face longue, c'est endognathie maxillaire, fosse nasale étroite, incompétence labiale, égression dentaire avec des grandes dents de lapin, un sourire gingival, le gummy smile, une parodotopathie qui apparaît très rapidement avec une rétraction de la gencive et puis une ronchopathie. Donc je crois que c'est le sujet de cette réunion. Alors la vigilance interceptive, on y reviendra demain largement, hein, pour savoir ce qu'il faut faire lorsqu'on a un enfant qui est comme ça, hein, avec cet aspect typique qu'on a déjà, et donc on avait déjà chez les Incas, donc le rétablissement de la liberté des voies aériennes supérieures. Si malencontreusement on a déjà enlevé les amygdales à cet enfant, il ne faut pas hésiter à en greffer de nouvelles, si j'ai bien compris. Les végétations, les amygdales, et puis rééduquer la déglutition.
Chez l'enfant, et si l'enfant est suffisamment éveillé, eh bien, dès l'âge de 4 ans, on peut demander aux orthodontistes de rééduquer la déglutition pour éviter d'avoir cette déglutition de succion qui est effectivement pérennisée par le fait qu'on est dans un univers où on mange que du mou. Enfin, il n'y a pas que ça qui est mou d'ailleurs. Et donc on les rééduque, ça réussit parfois à fermer l'open bite, miraculeusement, uniquement avec des séances d'orthodontie. Il y a la disjonction intermaxillaire, on y reviendra demain, puisque on obtient à la fois un gain occlusal et un gain ventilatoire par la disjonction intermaxillaire, puisque la correction orthodontique de l'encourbement incisivo-canin maxillaire est indissociable de la correction orthopédique du rétrécissement transversal de l'orifice piriforme. Je vous le referai demain, parce que la phrase est un petit peu longue. Donc les disjoncteurs, on reviendra là-dessus, et on verra que finalement, les études sont souvent un petit peu contradictoires sur l'effet à terme de la disjonction intermaxillaire. C'est pas gagné d'avance. Alors vous voyez que cette jeune fille, elle a une douzaine d'années, 11-12 ans, et finalement, on peut encore lui faire une disjonction intermaxillaire jusqu'à l'âge de 12 ans. La suture médiane palatine n'est pas encore complètement soudée, et on y arrive sans faire une disjonction chirurgicale. Le problème sagittal, alors on sort un petit peu du sujet de la rhoncopathie, mais le problème sagittal, si vous voulez, est dû au fait, comme je le disais tout à l'heure, que vraisemblablement, chez ces respirateurs buccaux, il y a une hypocontraction des muscles faciaux, il y a cette hypercroissance antérieure, en particulier au niveau du prémaxillaire et du septum. Rien n'est freiné, tout part en avant. Alors vous voyez que si on réduit ce nez sous tension, vous voyez ici avec un philtrum qui ressemble un petit peu à un tremplin de ski, c'est-à-dire qui est à 45 degrés, eh bien si on déprojette le nez, on peut tout simplement rétablir la compétence labiale. Puisqu'on va libérer, alors il faut libérer naturellement complètement squelettiser l'épine nasale antérieure pour libérer complètement la musculature insérée sur le prémaxillaire. Vous faites tomber la lèvre supérieure, vous pouvez gagner 2-3 mm et parfois ça suffit. Voici un autre exemple, un nez hyperprojeté chez une respiratrice buccale chronique. Donc elle a tous les symptômes. Et vous voyez que on obtient à la fois une meilleure compétence labiale et un positionnement spontané du menton qui est antériorisé. Parce que comme la lèvre supérieure retombe, la lèvre inférieure retrouve un contact et obligatoirement elle a une meilleure projection de son maxillaire. Alors c'est l'histoire de l'expressivité faciale POUF, de tout le masque facial qui retrouve une meilleure tonicité, et vous voyez que ça modifie complètement son expression. Et que, en particulier, elle modifie la position de sa ligne palpébrale inférieure, parce que globalement, elle retrouve un meilleur tonus au niveau du massif facial. Alors voici quelques autres exemples, vous voyez, de profil. Là, j'ai uniquement fait une déprojection du nez. Un autre exemple de déprojection, vous voyez, chez un homme. Et donc, spontanément, il avance son menton et il retrouve une meilleure compétence labiale. Et vous voyez que l'écart ici entre lèvre supérieure et lèvre inférieure est réduit en grande partie uniquement sur le plan fonctionnel, sans rajouter de génioplastie. Alors, naturellement, souvent, ça ne suffit pas. Il faut faire une vraie profiloplastie chirurgicale, c'est-à-dire on va faire une génioplastie de réduction verticale et d'avancement. En réduisant la hauteur du corpus mandibulaire, on va faciliter l'élévation de la lèvre inférieure, et puis en l'avançant, on va réduire ce gap de la rétrogénie. Donc on fait un geste simple au niveau du corpus mandibulaire, comme ceci. Donc vous voyez une jeune fille où on va jouer sur tous les vecteurs. Un vecteur sagittal, ici, de réduction de la projection du nez, qui va libérer le philtrum, et on va avancer le menton comme ceci. Pour un vecteur horizontal,
Donc ça permet de modifier le profil comme ceci, en associant rhinoplastie de réduction sagittale et génioplastie d'avancement et de réduction verticale. Alors c'est un geste simple, hein, ça dure 20 minutes. Vous passez dans le sillon labial inférieur, vous faites votre ostéotomie, vous réduisez de ce que vous voulez la hauteur, et puis vous mettez une plaque d'ostéosynthèse à 4 vis, comme ceci. Donc c'est rapidement réalisé en complément de la rhinoplastie. Voici quelques résultats donnés avec cette technique. Donc vous voyez que vous modifiez la compétence labiale. Vous voyez là, on dirait une lèvre de poisson perroquet. Et vous voyez qu'ici, on améliore la compétence labiale. Un exemple, chez les hommes également, on modifie les choses comme ceci. C'est rajeunissant, puisque vous voyez ici, on a un angle cervico-mentonnier qui commence à se combler complètement. On va avancer le menton, reculer le nez, et vous voyez qu'on améliore son angle cervico-mentonnier en remettant en tension la zone sous-mentale, sans faire de geste associé au niveau du platisme. Un autre exemple de cette jeune fille, dystonie labio-mentonnière, et on met au repos son muscle mentonnier. Quelques autres exemples, vous voyez, comme ceci, rhino, génioplastie, et vous voyez que ce qui est intéressant, c'est que ça modifie complètement la position des lèvres. Elle retrouve une compétence labiale. Alors les photos de 3/4 sont toujours les plus valorisantes, ceux de face sont toujours moins valorisantes. Un autre exemple, vous voyez qu'avec Rhino Génio, il n'y a pas besoin de faire une bimaxillaire pour lui améliorer les choses. Alors, je vais revenir un tout petit peu sur cette notion. Alors, vous voyez également que la lèvre inférieure est antériorisée par rapport à la supérieure avant en préopératoire, alors qu'après, on a une inversion de la position sur le plan vertical, ça avance la lèvre supérieure. Alors, enfin, je terminerai en parlant du scléral chaud, qui est également modifié par ce type d'intervention. Vous voyez une jeune femme qui a un scléral chaud très important, la dystonie labio-mentonnière, on rétablit la compétence labiale, donc elle réintègre sa lèvre inférieure, qui au lieu de pendre, revient à l'intérieur, on met au repos le menton, alors qu'ici elle avait une petite contraction chronique, et vous voyez que ça modifie la ligne ciliaire. Ça modifie la ligne ciliaire. Ce qui est net également de profil. Ça réduit son scléral chaud. Celle-ci également, un petit peu, je l'avais mise, vous voyez, elle a une meilleure position ici, au niveau, là c'était tangentiel, alors que là, sa ligne ciliaire redevient normale. Alors ça ne va pas changer l'obliquité des fentes palpébrales, hein, naturellement. Un dernier exemple, enfin, c'est la même. Alors, il y a une autre chose qui est importante, c'est la communication, c'est-à-dire l'amélioration des dyspraxies orofaciales, c'est-à-dire des mouvements anormaux au niveau de la face qui sont compensatoires. Alors voici un exemple. Alors là, elle n'avait pas tellement de dyspraxie, non, c'est simplement une exemple de profiloplastie. Avancement du menton, recul du nez. Alors ça sort un peu du sujet, et les vues de 3/4, naturellement, qui sont toujours beaucoup plus valorisantes. Une dernière jeune femme, comme ceci, avec son effet de profiloplastie, comme ceci, et l'amélioration au niveau de la tonicité du visage. Alors quand vous avez des dyspraxies qui sont très importantes comme ceci, vous voyez qu'elle avait un nez dévié, un nez obstrué, des mimiques qu'on pourrait presque appeler des paramimiques, qui sont très disgracieuses, et en rétablissant sa compétence labiale et sa respiration nasale, on améliore considérablement l'aspect global du visage et donc la communication avec des mimiques qui sont beaucoup plus agréables, et de profil. Voilà, on a rétabli la compétence labiale. Donc vous voyez que, comme le soulignait notre ami Garbi, eh bien, au début, c'est de la sémiologie, c'est-à-dire il faut examiner les enfants, et on se rend très vite compte des problèmes. Vous voyez ce petit, là, respirateur buccal. Vous voyez qu'il a une narine qui est plus haute que l'autre. C'est parce qu'en réalité, il a le nez obstrué par un traumatisme de la première enfance.
On voit déjà qu'il a un sourire gingival. Et quand on l'examine, vu du dessous, on voit à la fois l'endognathie maxillaire et on voit ici le déséquilibre complet de la base du nez qui est dû à une déviation septale obstructive. Donc on verra demain qu'on peut faire des septoplasties dès l'âge de 6 ans, peut-être même avant, sans difficulté. Alors, tout à l'heure, Garbi nous a dit que la génétique jouait pas. Vous voyez qu'ici, on a des schémas de croissance qui sont complètement différents. Hein. Sur les statuts, ça devait être des statuts NUC, ça, mais on voit qu'en réalité, ils ont tous une bonne compétence labiale. Et à l'inverse, on peut avoir des contrarios, une mauvaise compétence labiale. Alors, il y a un signe sémiologique qui est très important pour savoir si on a rétabli la compétence labiale en post-opératoire. C'est qu'on leur demande s'ils ont toujours une bouteille d'eau près de leur lit. S'ils disent non, maintenant, j'ai plus besoin de boire pendant la nuit, eh bien, c'est qu'ils sont respirateurs nasaux pendant la nuit. Et donc, ça veut dire, c'est le meilleur signe de la réussite, du succès de l'intervention. Donc, et en plus, ça coûte pas cher en examen complémentaire pour la caisse primaire d'assurance maladie. Alors, puisqu'on est dans l'océan Indien, je voulais terminer avec cette image qui est l'essai de restauration du faciès de la Pérouse, à partir des documents qu'on avait d'époque. Donc vous voyez que cette plasticienne essaye de reconstituer le visage de la Pérouse, et vous voyez qu'elle a une face longue, avec une absence de mandibulaire, qu'elle est respiratrice buccale, qu'elle a une dystonie labio-mentonnière. Mais elle a réussi chez la Pérouse à rétablir ensuite une très bonne compétence labiale, vous voyez, qui pose pas de problème particulier. Donc, je conclurai en disant que dans ces problèmes de compétences labiales, le gros intérêt également, c'est d'améliorer considérablement la mimique, la communication, donc la séduction d'un visage, alors que ça soit de manière isolée, comme ceci, ou ça soit peut-être de manière un peu clonale, dont il faut se méfier également. Il faut respecter la diversité. Voilà, j'ai terminé.